La conférence de ce soir va porter sur le cerveau. Le titre, c'est les vrais ou le ou faux sur le cerveau. Souvent, il y a du vrai dans le faux et du faux dans le vrai. C'est donné par M. Bruno Dubuc, qui est vulgarisateur scientifique. C'est une conférence qui est organisée par les sceptiques du Québec. On est un organisme non lucratif. Notre mission, c'est d'aider les gens à développer leur esprit critique. Puis on fait ça par des conférences comme ce soir. On fait ça aussi par la publication d'une revue, le Québec sceptique. Puis aussi, on a plusieurs articles sur notre site web sur différents sujets. Alors, notre conférencier de ce soir, Bruno Dubuc, il est vulgarisateur scientifique. Il a écrit des articles dans les magazines Québec Science, Interface. Il a apparu à la télé avec les débrouillards. Mais ça fait un bout de temps aussi qu'il est conférencier. Ça fait au moins 8 ans qu'il donne des conférences un peu partout. Il a une maîtrise en sciences neurologiques de l'Université de Montréal. Il est aussi rédacteur. Il a écrit le site web Le cerveau à tous les niveaux, sur lequel il a travaillé beaucoup entre 2002 et 2013, je pense. Il est aussi auteur du blog Le cerveau à tous les niveaux depuis 2010, où il explore les comportements humains du niveau au niveau moléculaire, au niveau social, en passant par le cellulaire, le cérébral et le psychologique. Ces articles sont aussi accessibles sur le site de l'agence Science Presse. Donc, je vais me présenter. Je vais juste vous montrer mon site web en commençant. Monsieur Bellé vient d'en parler. Donc, ça fait depuis 2002 que je rédige ce site-là qui s'appelle Le cerveau à tous les niveaux. D'habitude, je fais lever la main. Qui est-ce qui le connaît, ou ça me donne une petite idée. Bon, il y en a quelques-uns. Ben, j'ai vu d'ailleurs des gens que je connaissais dans la salle. Bonjour, Sylvie et Gérald, des habitués de l'UPOP aussi, je crois. Et ce que je voulais vous dire en commençant, c'est que, bon, j'ai beaucoup de matériel, vous allez voir, qui va passer. J'ai l'habitude de mettre mes PowerPoint en PDF, donc donnez-moi une journée ou deux, puis tout ce que vous allez voir, je vais le mettre en PDF sur mon site web dans la section présentation, là, dans le menu de gauche. Ce que vous pouvez voir aussi en bas de la page d'accueil de mon site, c'est mon blog. Donc, depuis 2010, à chaque semaine, à peu près, je résume une étude scientifique dans le vaste domaine des sciences cognitives et puis j'en fais un billet de blog. Ce qui est particulier avec le cerveau à tous les niveaux, c'est ces deux boîtes de navigation que vous voyez en haut, là. Donc, en plus d'avoir beaucoup de textes, beaucoup d'images, c'est un site où vous choisissez vous-même votre niveau de difficulté. Donc, comme le cerveau. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon site web. Le blog est en dessous. Et donc, il y a cette fenêtre de navigation qui permet de choisir vous-même votre niveau de difficulté. Donc, si vous comprenez bien au niveau débutant, vous pouvez aller au niveau intermédiaire. C'est la même chose qui est expliquée, mais en ajoutant des détails. Et puis aussi, il y a la boîte des niveaux d'organisation. Donc, vous pouvez non seulement vous intéresser, mettons, à la douleur ou à la mémoire, regarder ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau macroscopique, mais descendre en sélectionnant le niveau cellulaire, aller voir au niveau d'une structure cérébrale particulière, quels sont les circuits de neurones qui sont là, aller voir même au niveau des molécules qui sont échangées, hein, les neurotransmetteurs. Vous pouvez remonter au niveau psychologique puis au niveau social, qu'est-ce qui se passe quand un individu ressent telle chose ou quand il interagit avec d'autres individus. Donc, c'est ce qui en fait un site assez interactif. Et je vais commencer par une petite intro de 5-7 minutes, là, juste pour mettre la table, si vous voulez, parler un petit peu du cerveau, se rendre compte surtout comment c'est quelque chose, d'une machine complexe. Donc, voici l'objet en question. C'est un peu une diapo pour faire un petit wow là, en commençant. On a les neurones en vert ici avec les noyaux colorés en bleu. On voit en rouge les cellules gliales hein, qui sont généralement les grandes oubliées du cerveau, puisqu'on a 86 milliards de neurones environ, puis on a autant de cellules gliales. Donc, c'est beaucoup, 86 milliards, et d'autant plus que chacun de ces neurones-là font plusieurs centaines, milliers, voire plusieurs milliers de connexions avec d'autres. Je me suis amusé à prendre un estimé un peu conservateur de 1000 connexions par neurone fois 86 milliards. Et je me suis demandé combien de temps ça prendrait pour compter toutes les connexions qu'il y a dans notre cerveau. Et puis, en les comptant là, une par seconde. Et puis, ça m'a donné environ, il y a 2,7 millions d'années. Donc, il faudrait imaginer un homo habilis là, en train de fendre son silex et de donner des coups sur la roche. Et puis, à chaque seconde, il compterait une connexion, puis il terminerait là, en ce moment. Donc, il y en a beaucoup de connexions dans notre cerveau. Une synapse, c'est environ 1 micron, hein, un millième de millimètre. Ça se voit pas à l'œil nu. On a ici un dessin d'artiste d'une synapse.
Et un cerveau, c'est environ quoi, 18-20 cm de diamètre. Je vous dis ça parce que j'ai une question à vous poser. Si on met nos points comme ça, puis on dit que c'est une synapse, quelle serait la taille du cerveau qui serait proportionnelle à cette synapse-là? Hein? Est-ce que ce serait la taille de votre maison, de votre rue? Alors, j'ai fait la petite règle de 3 et puis ça donne environ 40 km. Donc, vous pouvez vous imaginer, là, j'ai fait un petit effet spécial là, juste pour vous. Là, voilà. Donc, le cerveau en question aurait la taille de l'île de Montréal. Il faudrait partir de Vaudreuil-Dorion jusqu'à Varennes. Là, ça prend peut-être presque 1 heure. Vous roulez en auto, puis à tous les mètres ou les 50 cm, vous voyez dans toutes les directions, 40 km vers le haut, vers la droite, vers la gauche, des points comme ça partout. Donc, c'est assez complexe. Et les neurones, en plus, qui sont des cellules comme les autres, hein, qui ont un noyau, des mitochondries, qui ont par ailleurs 2 particularités, hein, les dendrites, qui sont par exemple les doigts de ma main, et puis l'axone, le long prolongement qui va faire des connexions à distance. Eh bien, cette cellule-là, le neurone, possède plein de réactions biochimiques en son sein. C'est une cellule comme les autres, donc il y a tout ce métabolisme. Et là, je vous montre une charte de biochimiste très vieille, qui date de plusieurs années, qui montre toutes les petites réactions biochimiques qui se produisent à chaque seconde, à chaque fraction de seconde dans chacune de vos cellules. Et les neurones étant une cellule, il y a donc aussi ça qui se passe à chaque seconde à l'intérieur de chaque neurone. C'est simplement pour... Ah oui, j'en avais une dernière, c'est que si on prend les prolongements, les axones et les dendrites d'un cerveau, de votre cerveau, et qu'on les met bout à bout, on en aurait suffisamment long pour faire 4 fois le tour de la Terre avec un cerveau. Donc, c'est démesuré, c'est très, très difficile de concevoir toute cette complexité-là. Et donc, dans ces conditions-là, il n'est peut-être pas si étonnant que des affirmations comme celle-ci, qui vont être un peu notre plan pour la soirée, qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, que l'effet placebo existe, c'est vrai. Le modèle du cerveau triunique de MacLean est dépassé, c'est vrai. Certaines personnes ont un cerveau droit, son cerveau droit, d'autres son cerveau gauche, ça c'est faux. L'hypnose fonctionne, je l'ai vu à la télé, ça c'est faux. Nous sommes des êtres de raison et d'émotion, ça c'est vrai. Et puis les compagnies pharmaceutiques cherchent un remède à la maladie d'Alzheimer, ça c'est vrai. Alors, affirmer des vrais et des faux aussi tranchés pour ce genre d'affirmation-là, selon moi, ça gagnerait à être un peu nuancé, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est ce que je vais essayer de défendre comme idée. Pour en arriver à dire qu'il y a souvent donc un peu du vrai dans le faux et du faux dans le vrai, avec, en tout cas en ce qui concerne un système complexe comme le cerveau. Mais avant d'entrer dans le premier point, comment faire ça en 1 heure? Parce que pour vous montrer qu'il y a du vrai dans le faux et du faux dans le vrai pour chacune de ces affirmations-là, il faudrait qu'on ait une base commune sur laquelle s'entendre, ou du moins pour une compréhension de base du cerveau qui inclut toute sa complexité, ou en tout cas qui donne l'impression de comprendre un peu que c'est très, très complexe. Alors, on a 1 heure et quart, et de vouloir comprendre le cerveau, cet objet-là, en 1 heure et quart, c'est un peu comme rentrer dans le cockpit d'un 747 et demander au pilote, peux-tu me faire un crash course de 1 heure et quart sur le Boeing, puis moi, je voudrais voler avec ça. C'est le cas de dire un crash course, on risque peut-être de crasher. Ça serait peut-être plus utile de commencer avec un petit Cessna. Hein? Ça serait au moins, tu sais, tu appuies sur une pédale, tu vois l'aileron bouger, tu comprends peut-être un peu ce qui se passe, ou pourquoi pas aller au bout de mon idée puis commencer avec l'avion des frères Wright. Hein? Comme ça, on aurait une idée des principes de base d'une aile. Hein? On verrait qu'une aile, c'est courbé. Pourquoi c'est courbé? Le principe de portance, tout ça. Et donc, c'est un peu ce que je vous propose dans les peut-être encore là 5-10 minutes qui vont suivre. C'est il y a un généticien qui a dit que rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Donc, je pense qu'il faut, pour comprendre quoi que ce soit avec le cerveau, il faut se placer dans une perspective évolutive, et c'est comme ça qu'on peut un petit peu comprendre comment l'étrange forme de cet organe-là et de ses structures. Et donc,
pour faire l'évolution de la vie, ben, on va commencer avec la cellule vivante, n'est-ce pas, qui est apparue il y a 3,5, 3,8 milliards d'années sur notre planète, qui, elle, a à peu près 4,5 milliards d'années. Et bon, on n'a pas le temps, je pourrais passer facilement plusieurs heures juste à expliquer comment les molécules simples s'assemblent en molécules plus complexes. Et à un moment donné, il y a ce phénomène émergent d'une cellule qui a sa frontière, sa membrane cellulaire. Et comme le suggérait Maturana et Varela, la cellule est continuellement en train de s'autoproduire. Il y a des nutriments qui entrent, il y a un métabolisme, il y a des déchets qui sortent. Pourquoi, en fait? Eh bien, ce sera la seule diapo de thermodynamique de la présentation, parce que vous le savez, dans notre monde, l'entropie croît, c'est-à-dire tout tend vers le désordre. Une cathédrale, si tu l'abandonnes quelques siècles, ça va donner une ruine. Une ruine, il y a peu de chances que ça donne une cathédrale. Vous comprenez le principe. Et donc, un être vivant, c'est quelque chose de très organisé, ne serait-ce qu'une cellule vivante, alors que tout tend à la désorganiser. Ce qui fait qu'elle va devoir constamment lutter contre cette désorganisation-là. Et ça va être la même chose il y a 600 millions d'années, quand les premiers organismes multicellulaires vont émerger. Alors là, les cellules se divisent, mais elles restent prises ensemble et ça va donner lieu au phénomène de spécialisation cellulaire. Alors là, on est beaucoup de cellules, certaines cellules qui vont être bonnes pour se contracter, d'autres vont devenir bonnes pour échanger des messages, par exemple, nerveux très rapidement, ce qui va donner les neurones. Et donc, tous les êtres vivants doivent s'efforcer constamment de demeurer en vie, que ce soit les végétaux, qui sont des êtres qu'on dit autotrophes, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser la lumière du soleil directement, utiliser les photons solaires avec la molécule de chlorophylle, ils font de la photosynthèse, ils prennent le CO2 de l'atmosphère, un peu d'eau, un peu de sels minéraux, puis se reconstituent comme ça, alors que les animaux, on n'a pas cette molécule de chlorophylle-là. On va être obligé de trouver des molécules végétales ou animales qui ont déjà de l'énergie emmagasinée dans ces molécules-là. Donc, on va devoir percevoir le monde et agir sur le monde. Et c'est cette boucle sensorimotrice qui est à la base de tous les systèmes nerveux des animaux. Et si je prends, par exemple, un animal pour lequel j'ai une affection toute particulière, la plisie, parce que j'ai fait ma maîtrise là-dessus il y a longtemps, cet animal-là n'a pas vraiment de cerveau. Il y a qu'on appelle ça des ganglions de cellules nerveuses, des groupes de cellules nerveuses. Et on retrouve chez la plisie la boucle sensorimotrice, c'est-à-dire que si on touche à l'animal, l'endroit où on a touché, l'animal va se contracter pour se protéger. Et on peut identifier les neurones, c'est des très gros neurones. Les plus gros neurones ont 1 mm de diamètre. On voit le corps cellulaire à l'œil nu. Mais on voit déjà chez la plisie apparaître certains neurones qui ne sont ni sensoriels ni moteurs. C'est-à-dire qu'on va les appeler des interneurones. Ils vont être là, ils vont commencer à moduler l'efficacité de la boucle réflexe pour lui donner un peu plus de souplesse. La plisie peut apprendre, peut s'habituer, peut être sensibilisée. Et donc, comme le disait Varela, la logique fondamentale du système nerveux va devenir à ce moment-là celle d'un couplage entre les mouvements d'un organisme et un flux de modulation sensorielle, parce qu'on bouge, le monde bouge, qui se poursuit toujours de manière circulaire. Et donc, pendant des millions d'années, c'est cette boucle sensorimotrice-là qui va se complexifier. Et l'une des variantes, c'est les humains. On est une variante, certains diront très intelligente. Moi, j'ai des réserves là-dessus. Et donc, cette boucle sensorimotrice-là, on la retrouve si on prend un schéma extrêmement simplifié du cerveau humain. On a mis en rouge les aires visuelles occipitales, les aires auditives temporales et les aires somatosensorielles pariétales, et on a en jaune les aires motrices primaires. Donc, la boucle sensorimotrice, elle est toujours là, mais on a tous ces régions en gris ici, qu'on appelle les régions associatives du cortex, qui correspondent en gros à des interneurones. Donc, c'est des neurones qui connectent à des neurones, qui connectent à des neurones. Et si on prend l'arbre phylogénétique des mammifères, on a mis encore ici en couleur les régions sensorielles.
Et on voit qu'à partir des rongeurs, ensuite des primates et des grands singes, ce qui prend le plus d'expansion au niveau de la surface corticale, ce sont les aires dites associatives. On a même calculé, en comparant le macaque d'aujourd'hui à l'humain, que vous voyez les régions en jaune, là, c'est des régions qui ont pris environ 32 fois plus d'expansion en passant du macaque avec lequel on a un ancêtre commun il y a 25 millions d'années. Donc, ce qui prend de l'expansion, ce n'est pas les régions visuelles, auditives ou somatosensorielles, c'est clairement les régions dites associatives, le cortex frontal, pariétal et temporal. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est passé d'un couplage sensorimoteur très serré à une espèce d'étirement qui crée un espace, en fait, pour la pensée plus abstraite. Et donc, on a ici dans le schéma en dessous, là, en bleu foncé, ce cortex associatif qui permet de créer, on dit souvent, de l'espace pour le offline. Hein. Il faut se rappeler que chez l'enfant, tout est à peu près online, c'est-à-dire tout se passe en temps réel. L'enfant, il est dans ses mouvements, il tripote tout, il me porte tout à sa bouche, alors que c'est seulement plus tard qu'on parvient à faire du offline, c'est-à-dire faire des simulations mentales, faire peser le pour et le contre, des délibérations abstraites, etc. Et donc, on va partir avec cette base-là pour considérer une première affirmation, celle qui dit que le modèle du cerveau triunique de MacLean est dépassé. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ici quel était ce modèle, donc je vais le résumer rapidement. C'est un modèle proposé par le neuroanatomiste Paul MacLean dans les années 60 qui disait que finalement le cerveau humain était constitué de 3 cerveaux. Un cerveau dit reptilien qui assurait les fonctions vitales de l'organisme en contrôlant la fréquence cardiaque, la respiration, la température, etc. Un cerveau limbique qui était, lui, apparu avec les premiers mammifères et qui était capable de mémoriser les comportements agréables ou désagréables et par conséquent était associé de très près aux émotions, des expériences agréables ou désagréables. Et un néocortex, donc le gros cortex qu'on a, là, qui représente 80% du poids du cerveau humain, qui, lui, prenait de l'importance chez les primates, culminait chez l'humain et était associé au langage, à la pensée abstraite, à l'imagination, à la conscience, etc. Alors, quelques raisons du succès de ce modèle-là, il y en a plusieurs. Il s'harmonisait très bien avec une conception ancienne des 3 éléments de base de la nature humaine, la volonté, l'émotivité et la rationalité. Il allait bien aussi avec les théories freudiennes. Hein? Dans le modèle de MacLean, le néocortex communique mal avec les autres, c'est-à-dire que les différents cerveaux communiquent mal entre eux, le cortex ayant un pouvoir là, refoulant, dirait Freud, par rapport aux 2 autres. Il n'y avait pas de modèle alternatif trop du cerveau dans sa globalité à ce moment-là. Celui-là était facile à enseigner. Et puis, il s'inscrivait aussi dans une perspective évolutive, ce qui était quand même super intéressant parce qu'il y avait des parties plus anciennes que d'autres. Mais je vais vous donner 3 objections ou 3 problèmes majeurs avec cette approche-là qui sont apparus au fil des ans. C'est qu'on a longtemps confondu, par exemple, avec le fameux cerveau reptilien. Chez le reptile, il y a eu des problèmes anatomiques. En tout cas, on confondait le striatum avec qui est une structure plus ancienne, avec le cortex. On sait maintenant que les reptiles actuels possèdent un cortex doté de 6 couches, donc un cortex organisé comme le nôtre, il est difficile alors de parler d'un cerveau reptilien qui serait que viscéral si les reptiles ont développé un cortex également. Et puis, donc, les mammifères et les reptiles actuels ont eu plutôt, on le sait, un ancêtre commun, probablement plus simple, et c'est à partir de cet ancêtre-là que les reptiles et les mammifères ont divergé et ont suivi chacun une lignée évolutive avec des contraintes différentes, ce qui fait que le cortex des mammifères actuels n'est pas plus récent que celui des reptiles actuels. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est deux adaptations qui ont évolué en fonction des contraintes qui leur étaient propres. Il y a aussi toute l'histoire du système limbique. Il y a un flou artistique, je dirais, autour du système limbique. C'est une vieille notion qui remonte au 19e siècle. Paul Broca, l'anatomiste, en avait parlé. Ça veut dire limbe, ça veut dire bord, ça veut dire
Donc, c'est des structures internes repliées. Et en 1937, le Papez avait décrit un circuit qui impliquait beaucoup de structures autour de ces bourrelets-là, qu'il a appelé le système limbique et qu'il associait fortement aux émotions. Et or, quand il s'agit de définir quelles sont les structures cérébrales qui font vraiment partie du système limbique, n'importe quelle assemblée de neuroanatomistes sérieux se transforme instantanément en un groupe d'individus colériques et agités. Ça, c'est une citation d'un anatomiste contemporain. Donc, c'est loin de faire l'unanimité, la cohérence fonctionnelle du système limbique, de sorte qu'on s'entend sur une chose aujourd'hui, c'est qu'on doit abandonner le système limbique comme, en tout cas, comme théorie anatomique du cerveau émotionnel. Ça n'a vraiment rien à voir comme on va le voir plus en détail tantôt. Finalement, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie là, où dominerait le néocortex, comme je l'évoquais tantôt. Il suffit de se rappeler que dans le tronc cérébral, on a énormément de noyaux, là, de groupes de neurones qui font de la neuromodulation partout dans le cortex, qui vont influencer les rythmes. Le thalamus, c'est la même chose. Le thalamus qui va prendre en otage littéralement le cortex durant le sommeil, puis qui va lui imposer son rythme. Donc, le cortex est loin d'être celui qui mène la barque complètement. Alors, si on se dit, comme le statisticien George Box, que essentiellement tous les modèles sont erronés, mais que certains sont utiles, c'est donc la qualité d'un modèle, c'est est-ce qu'il peut être utile? Y a-t-il quelque chose qu'on peut encore garder du modèle de MacLean? Et je dirais que oui, il y a cette idée générale que certaines structures de notre cerveau sont phylogénétiquement plus anciennes que d'autres ou évolutivement plus anciennes. Ça, c'est vrai. Et pour parler de ça, je vais vous montrer cette figure d'un article récent, 2019, de Paul Cizek, qui travaille à l'Université de Montréal, où il a fait un méchant beau travail un peu de restructurer un peu toutes les structures cérébrales à partir des comportements de base, en fait. Si vous regardez ça, là, il y a le métabolisme, il y a la physiologie, mais on peut considérer comme Cizek les comportements comme des boucles de contrôle à l'extérieur de l'organisme. À partir de là, il faut avoir un contrôle interne avec l'hypothalamus puis les structures qui vont en découler. Et il faut avoir un contrôle aussi externe, donc la boucle sensorimotrice dont je vous ai parlé tantôt. Alors là, on va voir le tronc cérébral, le midbrain, tout ça. Et ça s'en va comme ça avec le pallium, subpallium et puis le cortex qui va permettre de spécifier des actions et de sélectionner les bonnes actions. On va en parler tantôt quand on va parler de la prise de décision. Et donc, venait avec ça des beaux dessins comme ça qui montraient un peu comme le schéma générique d'un vertébré avec le tube neural et puis ces vésicules là, les plus antérieures qui vont prendre du volume, qui vont se céphaliser progressivement, de telle sorte qu'avec un cerveau de mammifère, on voit là, le télencéphale en vert qui commence à vouloir devenir là, le cortex cérébral que l'on connaît. Donc, de très beaux schémas, de très belles couleurs aussi. Mais il faut quand même se méfier des schémas de cerveau avec des belles couleurs. Parce que, est-ce que, par exemple, ce genre de schéma-là qu'on voit souvent dans les textbooks correspond à quelque chose qui est proche de la réalité? Est-ce que ces représentations structure-fonction, hein, parce qu'on a ici une région, par exemple, qu'on identifie comme étant spécialisée dans la reconnaissance faciale, une autre dans le langage, une autre dans la lecture, est-ce que ça correspond à comment est organisé notre cerveau, ou est-ce que la réalité ne correspond pas plutôt à quelque chose qui ressemblerait plus à ça, quelque chose de quand même un peu moins défini, beaucoup plus réseauté, beaucoup plus dynamique. Alors, je vais prendre l'exemple, ah oui, là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est une petite transition qui va nous mener au sujet suivant. On va s'en aller comme ça d'un sujet à l'autre en faisant des petites transitions, puis ça me permet de passer quelques notions sur le cerveau. Donc, quand on a étudié cette structure cérébrale qu'on appelle l'amygdale cérébrale, donc on voit ici en rouge et non pas l'amygdale lymphatique qu'on se fait enlever parfois dans la gorge, on a très vite compris en faisant des travaux chez le rat, par exemple, qu'en conditionnant le rat à avoir peur en lui donnant un petit choc électrique après lui avoir fait entendre un tone, un son,
le seul son pouvait activer ensuite fortement l'amygdale. Donc, on s'est dit, voilà, on a trouvé le centre de la peur, le système d'alarme du cerveau, c'est l'amygdale. Sauf que, subséquemment, dans toutes sortes d'expériences d'imagerie cérébrale chez l'humain, on s'est rendu compte que l'amygdale pouvait être très, très activée dans d'autres circonstances. Par exemple, quand on voit un proche souffrir ou quand on a très faim. Alors, qu'est-ce que ces situations ont à voir avec la peur? Pas grand-chose, si ce n'est que le sentiment d'être préoccupé par ce qui se passe. On est préoccupé parce qu'on a très faim, préoccupé parce qu'un proche souffre, préoccupé parce qu'un ours est rentré dans la pièce. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amygdale, et là j'ai mis ici un schéma d'un article scientifique récent sur le circuit des émotions, l'amygdale s'intègre dans un circuit, dans un réseau, et qu'elle est reliée à d'autres structures qui, comme elles, vont amener certaines, je dirais, colorations, certaines... comme ici, on a la préoccupation pour l'amygdale, mais on aurait quelque chose au niveau de la récompense, au niveau du striatum ventral, par exemple, et ainsi de suite. De sorte qu'on a depuis peu avancé le concept de profil de diversité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'une structure comme l'amygdale est connue pour être active dans beaucoup de situations, des situations où il y a de l'éveil, de la vigilance, de la nouveauté, de l'attention, la détermination de valeur, est-ce que la chose en question est bonne ou mauvaise pour moi, etc. Donc, un autre exemple avant de poursuivre, le cervelet. Depuis qu'on a des corps complexes, qu'on se meut dans un environnement complexe, il y a cette structure qui s'est développée, le petit cerveau qu'on a en arrière de la tête, qui est associée à la coordination motrice, puisqu'on l'a très tôt associé à cette coordination motrice-là, parce que le moindre lésion dans le cervelet occasionne des difficultés à se déplacer, des troubles de la motricité fine, on dépasse l'objet, etc. Donc, le cervelet semblait essentiellement impliqué dans la coordination et la synchronisation des mouvements. Sauf que, si vous regardez l'activité du cervelet en imagerie cérébrale, vous allez constater qu'environ 70% des neurones ne sont pas impliqués dans le contrôle moteur. En fait, seulement 30% des neurones du cervelet sont impliqués dans des coordinations motrices. Problème. Donc, il est maintenant clair que le cervelet est aussi impliqué dans de nombreux autres phénomènes comme toutes sortes de pensées, les émotions, le langage, la mémoire, etc. Une anecdote révélatrice là-dessus, c'est un neuropsychologue qui travaille sur le cervelet, qui se fait souvent écrire des courriels où les gens disent « Écoute, je travaille, je ne sais pas moi, sur la mémoire ou sur le langage, puis j'ai d'activation dans le cervelet, peux-tu m'aider? J'ai-tu mal regardé? J'ai-tu mal fait mes données? J'ai-tu mal pris mes données? » Alors non, le cervelet s'allume. Ici, j'ai donné un exemple dans une tâche langagière. Il y a de l'activation en masse dans le cervelet. Donc, il faut sortir de ce qu'on pourrait appeler la phrénologie, qui est, vous vous souvenez peut-être, au milieu du 19e siècle avec Gall. On avait fait une première cartographie cérébrale où on avait associé des régions du cerveau à des fonctions très précises. Et donc, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça, d'où des propositions de plusieurs auteurs qui vont tout un peu dans le même sens. Ici, j'ai mis Michael Anderson qui propose le concept de réutilisation neuronale, en anglais Neural Reuse. C'est l'idée aussi qu'on appelle le recyclage neuronal, qu'une même structure peut être recyclée pour différentes fonctions qui sont autres que celles pour laquelle elle a originellement été sélectionnée par l'évolution. L'idée simple, là, pour être sûr de bien que le concept est clair, c'est qu'un couteau peut avoir été conçu pour couper du pain, mais bien sûr, à cause de sa forme, on peut s'en servir pour faire autre chose. Donc, c'est assez facile à comprendre. C'est la même chose pour le cerveau. On a ici on ne rentrera pas beaucoup ce soir dans les structures cellulaires et puis neuronales fines là, des structures cérébrales, mais ça vous donne un aperçu de la cytoarchitecture, de l'architecture très distincte du cervelet, de l'hippocampe, par exemple. L'hippocampe qui est impliqué beaucoup dans la mémoire, dans le stockage de nouvelles informations.
Donc, ces structures-là ont une organisation cytoarchitecturale qui leur permet de calculer certaines choses, d'être bon pour calculer certaines choses et moins pour d'autres. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a une fonction unique qui est associée à l'hippocampe ou une fonction unique qui est associée au cervelet. En fait, il faut que ces régions-là se mettent ensemble. Et on sait qu'anatomiquement, il y a énormément de liens qui unissent toutes les structures du cerveau pour finalement former des réseaux à large échelle, des réseaux à l'échelle du cerveau au complet qui vont mettre en commun 10, 20, 30, 40, 50 régions à l'échelle du cerveau entier impliquant les deux hémisphères. Je vais donner juste un exemple un peu fictif là, ici où on a la même région qui, dépendamment si elle se réseaute avec certaines régions en haut à gauche, ça va donner une tâche sémantique. Avec d'autres régions en haut à droite, vous voyez, les associations sont différentes. On va être dans un état émotif à ce moment-là. Et encore en bas d'autres régions, ben, ça va être une tâche attentionnelle qui va mettre en avant ce réseau-là. Donc, on en a beaucoup des réseaux dans le cerveau. On commence à les connaître. Je vais y revenir tantôt. Alors, on a dit que le modèle du cerveau triunique de MacLean était dépassé, oui, mais on a mis des bémols. Il y a quand même des choses intéressantes encore dans l'idée qu'il y a des structures plus anciennes dans le cerveau. Là, on va regarder la question du fameux 10 %. On n'utilise que 10 % de notre cerveau. Bon, ce genre d'affirmation-là vient du fait, je crois, beaucoup de ce genre d'imagerie cérébrale. On voit des régions avec des belles couleurs, puis le reste du cerveau a l'air tout à fait passif ou inactif. Il ne faut pas oublier que quand on voit des images comme ça, ça vient d'une soustraction. Ça vient d'un contrôle, comme par exemple, si je prends l'image en haut à gauche, là, dans la colonne de gauche, pardon, vous avez l'état de l'activité cérébrale pour quelqu'un qui fixe une petite croix. On va dire à la personne dans le scan, fixez la petite croix, pensez à rien. Penser à rien, c'est pas facile, là, mais fixez la petite croix et puis on enregistre l'activité de votre cerveau et vous voyez que c'est pratiquement l'ensemble du cerveau qui est actif. Ensuite, on va présenter des mots à la personne à la place de la petite croix. Et puis là, à l'œil nu, là, le cerveau continue d'être pratiquement actif là, partout. C'est seulement en faisant, évidemment, la soustraction entre la tâche et la situation contrôle qu'on va détecter qu'effectivement, là, on voit l'image en haut à droite, effectivement, dans le cortex occipito-temporal gauche, il y a une région qui est plus active légèrement, et puis c'est une région qui est reconnue pour être impliquée dans la lecture. Donc, notre cerveau au repos n'est jamais vraiment au repos. On passe finalement d'une conception très passive du cerveau à une conception passive où le cerveau attend son input pour réagir, à une conception proactive où le cerveau est toujours actif. Notre cerveau est toujours en train de faire quelque chose. Et c'est pour ça que c'est un organe qui, bien qu'il représente que seulement 2 % du poids du corps humain, consomme en permanence, et l'image ici, qui est un appareil qui permet de mettre en évidence le métabolisme, le montre très bien, le cerveau consomme en permanence 20 à 25 % du glucose et de l'oxygène que le corps humain consomme. Donc, c'est très énergivore, le cerveau. Et ça, même quand on est très peu actif, quand on est dans la Lune ou quand on dort, ça peut fluctuer à de 5, 6 %, 7 %, mais ça va toujours être autour de 20 %. Et donc, si on dit qu'on utilisait que 10 % de notre cerveau, déjà rendu à 50 % d'utilisation, il y aurait 100 % de l'oxygène puis de l'énergie qu'on consomme qui irait au cerveau. Il y a toutes sortes de façons de démolir ce mythe-là. Il y en a un qui est drôle, c'est de dire, le type rentre du travail puis dit « Chérie, j'ai eu un ACV terrible aujourd'hui qui a détruit 90 % de mon cerveau. » Mais heureusement, c'était le 90 % que je n'utilisais pas. Bon. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de façons de voir que ça ne tient pas la route. Cela dit, quand on est dans une situation quelconque, comme on est en train de prendre un repas avec sa famille, on a à ce moment-là certaines régions du cerveau qui vont varier, vont covarier leur activité, vont se mettre dans un état qu'on dit métastable, un état stable, mais qui peut être facilement dérangé.
Et donc, il va y avoir, oui, à ce moment-là, un sous-ensemble de neurones qui va devenir évidemment plus actif. Et puis ensuite, vous arrivez dans un autre contexte, il se passe les cartes se brassent, si vous voulez, et à ce moment-là, un autre sous-réseau va devenir le sous-réseau le mieux adapté à ce nouvel environnement-là. Ça, c'est clair. En fait, le cerveau, on dit souvent qu'il est surconnecté. Il est tellement connecté qu'il faut à tout moment aller sculpter là-dedans, aller chercher des sous-réseaux, aller chercher une partie des neurones qui doivent se trouver puis former un réseau qui est bon pour la tâche en question. Donc, il y a un peu de vrai là-dedans, mais j'ai laissé le faux en dessous du 10 % parce que celui-là, il faut vraiment s'en défaire. Donc, ce sera le seul où je vais laisser un faux. Certaines personnes sont cerveau droit et certaines autres personnes sont cerveau gauche. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce classique neuromythe-là. Écoutez, dans toutes les situations que je viens de décrire, j'ai mis ma petite animation préférée là, qui montre bien, qui évoque bien l'activité dynamique du cerveau. C'est l'ensemble du cerveau qui est sollicité. Je reviens avec les principaux réseaux qu'on connaît bien. Vous voyez que dans les coupes axiales et coronales, en tout cas, on voit les deux hémisphères et on voit que à peu près dans tous les réseaux, il y a de l'activité impliquée dans les deux hémisphères pour différentes tâches, différentes situations. J'ai pris ici un exemple chez Stanislas Dehaene, un chercheur français qui a travaillé sur toutes sortes de choses, dont le langage. Et puis, il montre ici clairement, il rappelle que le langage chez les humains est une fonction très latéralisée cependant. Donc, il y a de l'activité dans les deux hémisphères, mais les deux hémisphères ne font pas nécessairement la même chose. C'est ce qu'on appelle la latéralisation cérébrale ou la spécialisation cérébrale hémisphérique. La latéralisation hémisphérique ou la spécialisation hémisphérique. Donc, le langage, chez la grande majorité des gens, c'est très, très à gauche. C'est très situé dans l'hémisphère gauche. Et en plus, quand on parle de syntaxe, il y a vraiment un noyau syntaxique là, très marqué dans l'hémisphère gauche. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'hémisphère droit n'a rien à voir avec le langage. Au contraire, l'hémisphère droit contribue grandement au langage, mais pas pour des tâches, pas pour l'aspect syntaxique. Il va contribuer pour toutes sortes de choses qui vont au-delà du sens littéral des mots. On parle du contexte, de l'intonation, la prosodie, les émotions, l'humour, l'ironie, toutes ces choses-là qui font en sorte qu'on comprend le langage. Je disais récemment qu'il paraît qu'à peu près une phrase sur deux qu'on prononce ne veut pas littéralement dire ce qu'elle veut dire. Donc, on est très bon pour lire entre les lignes, comme on dit. Et donc, en conclusion, là-dessus, les deux hémisphères sont impliqués, par exemple, dans le langage, même s'il y a une spécialisation hémisphérique. Et ça va être le cas pour tout le monde. Et même, je vais vous faire une petite parenthèse là-dessus, la fameuse aire de Broca, qu'on a tant associée dans l'hémisphère gauche à la production du langage. Il y a un type qui s'appelle Russell Poldrack en 2006 qui a fait une méta-analyse en prenant 3200 quelques études d'imagerie cérébrale et il est allé voir dans chacune quand est-ce que s'activait l'aire de Broca. Et on s'est rendu compte, bien sûr, qu'elle s'activait à l'occasion de la production de langage, mais elle s'activait plus souvent, en fait, dans des tâches qui étaient non langagières. Donc, ça montre à quel point on ne peut pas déduire une fonction cognitive particulière en regardant une activation d'une région cérébrale. Ce n'est pas parce que l'aire de Broca s'active qu'on peut déduire que la personne en ce moment est en train de faire une tâche langagière ou une autre tâche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais dans ce cas-ci, on peut très bien penser, comme quand il y a du recyclage neuronal, les fonctions premières sont conservées et les nouvelles fonctions, le langage est apparu très tard dans l'évolution, on peut penser que cette région-là du cerveau avait d'autres fonctions avant que le langage apparaisse. Et donc, ces autres fonctions-là sont conservées, mais on l'a coopté pour le langage. Et donc, pour enfoncer le clou, un dernier exemple, c'est l'idée d'aire
très spécialisée. C'est une idée persistante qui se voit encore parfois dans certains articles. Ça vient des années 60-70 où on avait une vision très modulaire du cerveau, très module spécialisé. Hein, ça venait de cette conception très modulaire donc, du cerveau. Je prends l'exemple de la découverte à la fin des années 90 de l'ère de reconnaissance des visages. Hein. C'est comme ça qu'on l'avait d'abord nommé, sauf que cette fameuse ère fusiforme de reconnaissance des visages se trouve à être aussi très active dans d'autres situations. Par exemple, quand certaines personnes, pas toutes les personnes, mais quand certaines personnes voient des voitures ou certaines personnes voient des oiseaux, cette région-là va être très active. Quelles personnes? Eh bien, les ornithologues dans le cas des oiseaux et les amateurs de voitures dans le cas des voitures. Autrement dit, un peu plus tard, on s'est aperçu avec l'hypothèse de l'expertise que cette région-là était finalement une région qui était plus impliquée quand on devenait expert dans quelque chose. Hein? L'ornithologue qui voit beaucoup d'oiseaux est capable de distinguer certaines choses. Et comme nous, les humains, on est tous des grands experts dans la reconnaissance faciale, parce que la moindre expression émotionnelle, hein, ça nous indique beaucoup de choses, bien, on a tous une activation forte à cet endroit-là quand on voit un visage. Alors, cette espèce de dichotomie-là, cerveau droit, cerveau gauche, qu'on voit souvent, je crois qu'il faut vraiment l'abandonner. On ne peut pas parler de personnalité cerveau droit ou personnalité cerveau gauche, même si, comme on l'a vu, pour une même personne, il va y avoir beaucoup de spécialisation hémisphérique. Et en plus, dans ce genre de dichotomie-là, on classe souvent les émotions d'un bord puis la raison de l'autre. Et donc, on distingue, on sépare souvent la raison des émotions. Et là, ça va nous amener vers cet autre sujet qui est la question de cette affirmation que nous sommes des êtres de raison et d'émotion. Alors, rapidement, pour planter le décor, je vous rappelle qu'on peut ramener les comportements à deux grandes choses, finalement, des comportements d'approche et des comportements d'évitement. On peut avoir du succès ou des échecs dans nos comportements d'approche, comme on peut avoir du succès ou des échecs dans nos comportements d'évitement. De sorte que la mémoire de nos bons coups ou de nos mauvais coups, ça va être extrêmement utile. Hein? On ne veut pas répéter les mêmes erreurs tout le temps. Donc, la mémoire n'est pas faite à la base pour se souvenir du passé, elle est faite pour prévenir le futur. Hein? La mémoire est un instrument de prédiction qui va nous permettre de mieux agir à l'avenir. Alors, si je résume un peu à quoi sert un système nerveux permet de percevoir du sens dans le chaos du monde, hein, parce que le monde est beaucoup plus chaotique qu'on le sent. Percevoir du sens, déterminer une valeur positive ou négative pour l'organisme en fonction du sens qu'on perçoit dans l'environnement, prévoir comment ça va évoluer, qu'est-ce qui va se passer, et réagir promptement à ce qui va se passer. Et donc, la détermination de la valeur positive ou négative pour le corps en question, c'est ce qu'on va appeler chez l'humain, avec notre cortex beaucoup plus compliqué, les émotions. Déjà, en 1994, dans les années 90, des gens comme Antonio Damasio, avec son livre « L'erreur de Descartes », affirmait que la pensée consciente dépend donc substantiellement de la perception viscérale qu'on a de nos affects corporels. Hein. Notre gut feeling que cette chose-là est bonne ou mauvaise pour nous va influencer grandement la prise de décision consciente qui souvent est associée parce que c'est conscient, parce que ça passe par le langage, par notre petite voix intérieure, à quelque chose de très raisonné, de très rationnel. Alors, Damasio et d'autres vont montrer que nos raisonnements abstraits, même les plus abstraits, s'enracinent dans notre perception corporelle. Et c'est ce constant monitoring des échanges entre le corps et le cerveau qui va permettre la prise de décision rationnelle et éclairée. Et donc, je vais rapidement survoler les deux points. D'abord, la question du monitoring des échanges entre le cerveau et le corps. Écoutez, on en a parlé tantôt, on a parlé de l'amygdale, on a vu comment l'amygdale faisait des liens avec beaucoup d'autres structures cérébrales, avec aussi l'hypothalamus, qui lui est en relation avec
l'hypophyse, on va le voir à l'instant, avec le tronc cérébral aussi, et tout ça va tisser des liens avec le corps. Comme un autre exemple ici, ce serait l'insula. L'insula, c'est un petit bout de cortex là, très rentré à l'intérieur du cerveau et qui exerce un constant monitoring des états corporels. De sorte que pour tout comportement, hein, il y a des réseaux qui sont associés et aucun de ces réseaux-là ne peut être conceptualisé comme spécifiquement affectif ou spécifiquement cognitif. Ça, c'est tiré d'un article assez récent. C'est l'état des connaissances. On en arrive à dire ça. On ne peut pas distinguer de réseaux purement émotionnels ou purement rationnels ou purement cognitifs. Les deux sont intrinsèquement reliés. Si je prends, par exemple, mon hypothalamus, hein, vous savez que l'hypothalamus, en fait, là, ce que je m'apprête à vous dire, c'est qu'en plus que ces réseaux-là ne sont pas seulement des réseaux cérébraux, sont des réseaux qui débordent dans l'ensemble de l'organisme, qui débordent dans le corps. On sait que l'hypophyse, hein, qui est située juste en dessous de l'hypothalamus, est tellement liée à l'hypothalamus. Par exemple, l'hypophyse postérieure, c'est carrément des axones de l'hypothalamus qui descendent et puis qui vont rejeter des neurohormones directement dans la circulation sanguine. Et dans une situation comme le stress, par exemple, hein, on sait que l'hypothalamus va sécréter certaines hormones qui vont alerter certaines cellules glandulaires de l'hypophyse antérieure qui, elles, vont sécréter à leur tour certaines hormones comme la CTH qui vont permettre à des glandes comme les surrénales de sécréter de l'adrénaline, des glucocorticoïdes, évidemment, de sorte que c'est plus vrai l'idée que les neurotransmetteurs sont juste dans le cerveau puis que dans le corps, il y a des hormones qui affectent juste des organes dans le corps. Il y a énormément d'hormones qui se fixent sur des neurones qui vont affecter instantanément l'activité cérébrale. Et il y a beaucoup de neurotransmetteurs ou de neuromodulateurs qui sont produits et envoyés dans le corps directement. Donc, on a donc des rétroactions très intimes entre le système hormonal et le système nerveux. Et en plus, en fait, on a des interactions aussi intimes avec le système immunitaire. En fait, tous les grands systèmes du corps communiquent avec des dizaines de molécules. On n'est plus à se demander s'il y a un lien entre le système immunitaire et le cerveau. On connaît des dizaines de molécules qui interinfluencent les grands systèmes du corps humain. Alors, ça, j'ai remis ça juste pour montrer comment on pouvait être loin maintenant du système limbique associé aux émotions. Donc, on n'en est vraiment plus là. Et après avoir parlé donc du constant monitoring des échanges entre le corps et le cerveau qui permettent la prise de décision éclairée, on va dire un petit mot sur la prise de décision chez les mammifères, chez les humains, chez les primates. Donc, chez l'humain, la première chose qu'il faut dire, c'est que la plupart des décisions qu'on prend, hein, on les prend inconsciemment. On les prend spontanément, rapidement et inconsciemment. Et on les prend en fonction des affordances disponibles. Hein. Le mot affordance, ça devient de plus en plus employé en sciences cognitives. Une affordance, c'est simplement une opportunité d'action. Si on voit un banc, ben, on a l'affordance pour un être humain de s'asseoir. Si on voit un marteau, on a le goût de le prendre dans notre main. Ce qui est important avec la notion d'affordance, c'est qu'elle est relationnelle, c'est-à-dire qu'elle dépend du corps qu'on a. Ça vient des travaux de Gibson. On voit ici M. Gibson, pour qui une pomme, c'est quelque chose qu'on peut prendre avec la main pour s'en nourrir. Pour un petit verre, ben, une pomme, c'est plutôt une maison. Donc, même chose pour un arbre. Hein. Un arbre, pour un humain, c'est quelque chose qui nous permet de se mettre à l'ombre. Pour un écureuil, c'est pour grimper. Un oiseau, c'est pour se poser. Donc, et on sait donc des données d'imagerie cérébrale qui appuient ceci, c'est-à-dire que dès qu'on est en présence d'un objet, par exemple une tasse, on montre cette image de tasse-là à quelqu'un qui est dans un scan et on voit de l'activation cérébrale préparatoire se mettre en place dans son cortex moteur et prémoteur, dans la région appropriée. Si on regarde une tasse, ça va être dans la région de la main. Si on regarde un ballon de soccer, ça va être dans la région du pied. De sorte que c'est ça, il y a devant un choix là, entre deux pommes ou entre un disque rouge et un disque vert, il va y avoir deux sous-populations de neurones qui vont préparer quelque chose. Et donc, il va y avoir une spécification d'action possible, si vous me suivez bien. À partir de là,
il va y avoir une compétition entre les deux affordances possibles. Et à un moment donné, il y a une affordance qui gagne la compétition. On le voit ici, je n'ai pas le temps d'expliquer tout le résultat, mais on voit qu'il y a une assemblée de neurones dont l'activité augmente énormément et l'autre se tait. Ça veut dire qu'on a exécuté une action. On a pris une décision automatique. Bien sûr, il peut y avoir des délibérations beaucoup plus longues, hein, comme quand on joue aux échecs où on décide peut-être avec quelle personne on veut passer plusieurs années ou décennies de notre vie. Donc, à ce moment-là, bien sûr, il va y avoir tout ce jeu des allers-retours avec d'autres structures cérébrales impliquées dans la mémoire, dans les besoins, dans le corps. Donc, là, l'insula, l'amygdale, on va consulter les gut feelings par rapport à ces simulations mentales-là qui peuvent être beaucoup plus longues. Et on va biaiser comme ça la décision. On va, entre autres, pouvoir inhiber les premières réponses, les réponses automatiques, pour se donner un temps pour laisser venir des algorithmes ou des systèmes algorithmiques plus complexes et souvent plus lents, mais plus justes. Hein. Donc, ça, c'est beaucoup le rôle du cortex préfrontal hein, qui a un pouvoir inhibiteur sur plusieurs régions du cerveau. Il ne faut pas oublier non plus que tout ça se déroule en temps réel, donc il y a du feedback avec l'environnement. Ce qui était là à un instant n'est plus tout à fait là à un autre instant où nous, on a bougé. Et donc, quand on prend des décisions, on prend souvent une série de décisions où on va avoir différents niveaux d'abstraction. Ce que je veux dire par là, c'est que, avant de donner mon exemple, je rappelle qu'on peut souvent représenter le cerveau comme ça, comme une série de cercles concentriques où on aurait à l'extérieur, dans les cercles les plus grands, les régions cérébrales comme les régions cérébrales sensorielles, les plus liées au monde extérieur, hein, cortex visuel primaire, cortex auditif primaire. Et dans les régions les plus centrales, dans les plus petits cercles, ce serait le cortex associatif qui est plus multimodal, qui fait plus d'intégration, si vous voulez. De ça, on en a parlé, donc ça serait le fameux cortex associatif qui est plus multimodal. Et il y a un va-et-vient constant entre ces niveaux-là, le présent et des affordances présentes et des affordances plus prévues ou imaginées. De sorte que si on prend un exemple concret comme aller à l'épicerie, on ouvre le frigo, puis on a faim, puis on se rend compte que le frigo est vide. Là, donc, on a, comme on l'a vu tantôt, là, une préoccupation, tout le réseau qui se met en branle, et on va avoir une première affordance, on va se dire, on va aller à l'épicerie. On va aller à l'épicerie, donc ça, c'est une espèce d'objectif de haut niveau. Cependant, pour y aller à l'épicerie, il va falloir sortir de notre maison, barrer notre porte. Ça, c'est des affordances qui vont être très immédiates. Et ensuite, on va avoir une série d'affordances qui vont être prédites par notre expérience d'aller à l'épicerie. On va savoir qu'il faut marcher un bout de temps, localiser l'épicerie, trouver ensuite la bonne allée et finalement trouver le lait puis choisir la bonne sorte de lait. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est que dans cette série de prises de décision-là, on a toujours donc notre mémoire, notre expérience qui est un instrument de prédiction. Nos raisonnements, donc, s'allient à nos émotions pour trouver un sens à notre action, puis trouver une valeur à ce qu'on va faire. Donc, pour conclure là-dessus, nous sommes des êtres de raison et d'émotion, mais en fait, on est toujours dans la raison et dans l'émotion. Les deux sont indissociables. Que ce soit pour localiser une épicerie ou pour s'orienter dans une ville moderne, le monde est, on l'a dit, toujours très chaotique et ambigu. Et là, je fais une petite transition pour aller vers l'avant-dernier sujet, je crois. Le monde a toujours été chaotique et ambigu. Si je vous montre cette image-là, par exemple, puis celle-là et celle-là, ben, il est bon de donner du sens à ces images-là le plus tôt possible. Hein? Vous comprenez pourquoi, si on est dans la nature, on veut détecter un prédateur le plus tôt possible. Et donc, ça nous amène à considérer le cerveau vraiment, là, je l'ai dit tantôt, mais je reviens là-dessus, vraiment pas comme quelque chose de passif.
comme le dit le philosophe des sciences cognitives, Andy Clark, les cerveaux sont des machines proactives, des machines à faire des prédictions qui essaient constamment d'anticiper le signal qui arrive à nos sens. Qu'est-ce que c'est ce signal qui arrive là? On est des machines à faire des prédictions. On est des machines à faire des prédictions qui se basent sur nos modèles internes, qui, eux, sont construits tout au long de notre longue histoire de vie. Donc, si je vous montre, par exemple, ces deux images-là, ben, peut-être que vous voyez, peut-être que vous ne voyez pas. Si je vous montre ça, ah, OK, il s'agit peut-être d'un dalmatien, peut-être d'une vache. Ah, là, vous avez cette idée-là. Donc, c'est plus facile de projeter peut-être et puis de voir le dalmatien un peu penché et puis les vaches qui nous regardent. Donc, tout ça, c'est la question de ce qu'on appelle en sciences cognitives depuis 10 ou 20 ans, là, le predictive processing. C'est l'idée qu'on va essayer toujours de minimiser l'écart entre ce qu'on prédit puis ce qu'on constate, en fait. Donc, cette idée de minimisation de l'erreur, c'est quelque chose de fondamental. Là, je pourrais vous en parler longtemps. C'est c'est une espèce de grand cadre théorique qui est très englobant, très puissant, qui permet de comprendre à la fois l'apprentissage et l'action. Mais on va s'en tenir ce soir à l'idée que le cerveau est une machine à prédiction. Si je vous montre, par exemple, cette configuration-là de cercle noir avec des fentes, et si je les oriente autrement, tout d'un coup surgit une espèce de triangle que vous voyez sans doute comme moi. Mais ce triangle-là, il n'est pas vraiment sur la diapo. Il est projeté par notre esprit. Même chose pour ce fameux... Ah, j'ai mis la version qui clignote. Désolé, c'est l'échiquier d'Adelson. Je ne sais pas si vous connaissez l'illusion. La case A et B nous apparaît... on voit bien quand même. La case A et B nous apparaît comme noir et blanche alors que c'est le même gris. C'est parce que le contexte, l'illusion de l'ombre nous induit en erreur. Donc, tout ça pour dire... Ah, j'avais cette preuve-là aussi. Tout ça pour dire que il va falloir, il y a un gros changement de paradigme là, qui s'opère depuis peut-être 20 ou 30 ans dans la science cognitive. C'est l'idée qu'on a commencé à étudier, par exemple, la vision chez le chat. On avait notre chat complètement passif, puis on enregistrait dans des neurones, on lui montrait des lignes, et puis on enregistrait des neurones qui réagissaient à certaines orientations de lignes, puis on se disait, ah, il y a une représentation de cette ligne-là dans le cortex visuel. Oui, très bien. Puis quand on voit un oiseau, ben, on connaît les voies ventrales, les voies dorsales, et puis on se représente l'oiseau. Donc, c'est l'idée de représentation mentale comme un simple miroir du monde. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, en fait. Ça remonte à très loin. On a un dessin de Descartes en haut à droite. Le problème avec cette façon de voir Dennett, le philosophe Daniel Dennett parlait du théâtre cartésien, parce que c'est comme un théâtre, on assiste à quelque chose, mais il y a plusieurs problèmes avec ça. La personne qui assiste à tout ça, ben, qui, dans sa tête, assiste à ce qu'il assiste pour voir sa représentation. Donc, vous voyez qu'il y a un problème de régression à l'infini, puis il y a d'autres problèmes qui sont similaires à ça. Donc, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Que ce soit la version un peu dualiste, là, où on avait le mind qui était un peu immatériel, ou la version très cognitiviste là, des années 60-70, où on a la cognition. Vous voyez que c'est la même structure. Perception, quelque chose se passe, cognition et action. Ce quelque chose-là, dans le cas du cognitivisme, c'était des représentations du monde, symboliques, qu'on manipulait selon des règles pour fournir un output très, très, très calqué sur la métaphore, la très mauvaise métaphore de l'ordinateur. On pourra en parler si vous voulez. Ou alors l'apprentissage machine, notre cher deep learning, notre intelligence artificielle contemporaine. Encore une fois, c'est encore, comme disait une philosophe des sciences, Susan Hurley, je crois, le modèle de la cognition en sandwich, où on attend des inputs, on fait quelque chose et puis on produit des outputs. Donc, on avait vraiment, dans ce paradigme-là, le signal principal, c'est le signal qui nous vient du monde. Puis en haut, ben, on savait qu'on pouvait moduler ce signal-là, mais ça se limitait à une espèce de petite modulation un peu marginale. Alors que finalement, c'est probablement pas mal plus le contraire qui se passe. Ce sont nos processus mentaux descendants qui nous font, comme disait un autre neurobiologiste, qui nous font halluciner le monde continuellement.
Et c'est en ayant à l'esprit ce grand changement de paradigme qu'on va pouvoir aborder l'hypnose et comprendre beaucoup mieux ce qui se passe dans les phénomènes hypnotiques. Donc, l'hypnose fonctionne, je l'ai vu à la télé. Il faut d'abord voir que les phénomènes hypnotiques sont une famille de phénomènes très hétérogènes. Hein. Tantôt, par exemple, dans notre exemple où on allait à l'épicerie, ça vous est sans doute déjà arrivé de vous en aller à quelque part, puis d'arriver à l'endroit où vous vouliez aller, puis de vous rendre compte que vous avez à peu près pas vu les coins de rue, que vous étiez dans votre tête. Bien, ça, c'est un état d'absorption qui fait partie de tous ces états de conscience altérés. Hein, il y en a beaucoup, hallucination, imagination, absorption. Le dessin ici représente mieux ce que c'est parce que les cercles sont justement superposés. Hein. Et dans l'image précédente, vous voyez, le crédit, c'est Mathieu Landry. Et Mathieu Landry est un chercheur à McGill qui avait donné, il y a quelques années, à l'UPOP Montréal. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient l'UPOP Montréal. Ça fait 12 ans qu'on existe, je fais partie de ce collectif-là. On organise, un peu comme les Sceptiques du Québec, des conférences, seulement que nous, on les fait généralement dans les bars et dans les cafés parce qu'on aime boire en apprenant. Et donc, on avait invité Mathieu et Michel Landry. Michel est psychologue clinicien qui pratique à Montréal, est un hypnothérapeute. Mathieu, donc, chercheur à McGill. Il a produit énormément de travaux sur l'hypnose, a fait des méta-analyses très, très poussées sur cette question-là. Et il nous avait fait 4 séances, 4 soirées vraiment très intéressantes. Si vous voulez suivre les liens là, que j'ai mis en haut, là, le lien, c'est le lien du cours qu'ils avaient donné. Je crois que le PDF de leur présentation, des présentations de Mathieu sont encore là. Et la première chose qu'ils avaient dite, en fait, c'est qu'il y a bien sûr cette mythologie tenace et archaïque, souvent associée à l'hypnose. Malgré l'émergence d'une véritable science de l'hypnose depuis un certain temps. Alors là, je ne prendrai pas trop de temps, là, peut-être vous les relirez, là, toutes ces affirmations. Là, je vais les lire très rapidement là, pour juste rappeler comment on peut avoir des affirmations un peu comment dire, douteuse, là, comme quand on est sous hypnose, l'idée de croire que c'est comme quand on dort, hein, qu'on perd conscience. Bon, l'hypnose n'a absolument rien à voir avec le sommeil au niveau cérébral, c'est complètement différent. L'hypnothérapeute prend le contrôle sur son patient. Il ne prend pas du tout le contrôle. Le patient reste totalement en contrôle, bien qu'il peut y avoir un sentiment de perte de contrôle, ce qui est très différent. On peut rester bloqué dans un état hypnotique. Ça ne peut pas arriver. Quand vous lisez un bon livre ou que vous êtes absorbé dans un film, vous ne voyez peut-être pas nécessairement vos voisins manger du popcorn, mais vous pouvez à tout moment décider que vous en avez marre de lire, vous en avez marre du film et vous en allez. C'est la même chose. Les hypnotiseurs ont des pouvoirs spéciaux. Ben, ils ont des connaissances et de l'expérience qui leur permettent d'induire, avec la collaboration d'une personne, un état hypnotique chez cette personne-là. En fait, comme on va le voir tantôt, toute forme d'hypnose est une forme d'auto-hypnose. Hein. Sous hypnose, vous pouvez être amené à faire des choses qui vont à l'encontre de votre volonté. Encore là, ce n'est pas vrai. Vos valeurs personnelles, vos croyances, tout ça demeure intact. Les gens que l'on voit se faire hypnotiser à la télé, dans les émissions de télévision, sont des sujets pris au hasard. Ben non, en fait. C'est des candidats qui sont sélectionnés, qui sont souvent des virtuoses de l'hypnose, c'est-à-dire qu'on a tous des degrés d'hypnotisabilité qui sont différents. Il y a des gens qui sont plus facilement hypnotisables et puis ces émissions-là, bien sûr, cherchent à divertir le public. Donc, on a fait toute une préparation avec des gens qui sont susceptibles d'hypnose. Alors, pour Michel et Mathieu Landry, il est clair qu'on a maintenant, on peut utiliser l'hypnose dans certains contextes médicaux et que son efficacité ne fait pas de doute. Ce n'est toutefois pas une panacée. Évidemment, l'hypnose ne va pas vous guérir d'un cancer. On va l'utiliser plutôt comme adjuvant pour permettre à une personne d'utiliser ses ressources mentales pour améliorer son bien-être. Donc, là, Michel nous avait parlé de toutes les utilisations cliniques qu'on peut faire. Là, je vais passer rapidement là-dessus. Gestion du stress au niveau de l'analgésie, contrôle des émotions, les phobies, les dépendances.
Sur la définition de l'hypnose, eh bien, c'est quand même difficile d'arriver à une seule définition. Le plus simple qu'on peut dire, c'est le fait d'altérer la conscience et la perception d'une personne en lui faisant des suggestions alors qu'elle se trouve dans un état de transe ou un état d'absorption. Alors, dans l'hypnose, il y a toujours, et là, j'ai piqué beaucoup de slides à Mathieu avec son consentement. Il y a toujours deux grandes étapes. Il y a l'étape d'induction et il y a l'étape de suggestion. Dans l'étape d'induction, c'est là qu'on va, on va diminuer la conscience de l'environnement immédiat extérieur au profit d'une expérience plus intérieure. Durant l'induction, il y a donc le phénomène d'absorption. Puis au niveau des corrélats cérébraux, si vous voulez, on voit des choses se passer. C'est compliqué. Il y a au niveau de la régulation attentionnelle, les réseaux impliqués là-dedans augmentent généralement leur niveau. Au niveau du réseau de la science, qui est un réseau qui nous permet généralement de choisir sur quoi on porte notre attention, là, il y a des effets variés, disons ça comme ça, parce qu'on ne rentrera pas dans le détail des études. Le réseau par défaut, c'est le réseau c'est notre petite voix intérieure, là, quand on se demande qu'est-ce que je vais faire pour souper, j'aurais-tu dû dire ça à cette personne-là, vous voyez, c'est très social. Ça, on est moins là-dedans. Hein? On est moins là-dedans quand on rentre en absorption. Et il y a une espèce justement de déconnexion entre le réseau du système exécutif, le focus qu'on a, et le système de supervision qui est le réseau de la science. Autrement dit, ce qui nous oriente normalement vers ce qui va être signifiant pour nous, là, ce qui nous dit hey, « pour toi, ça c'est important, pour ça l'est moins », c'est plus ça qui va nous guider. On va s'en remettre à des suggestions que l'hypnothérapeute va faire. Donc, il y a une déconnexion entre ces deux réseaux-là. Ensuite, il y a donc la partie suggestive. Et là, Mathieu et son équipe avaient fait une méta-analyse de beaucoup d'expériences d'hypnose pour voir que finalement, en étant très sévère, il n'y avait qu'une région qui était commune à toutes les expériences, et c'était une région dans le cortex visuel dans les niveaux supérieurs, parce que probablement que l'imagerie cérébrale l'imagerie mentale est un bon véhicule de suggestion. C'est par l'imagerie mentale qu'on parvient à suggérer des choses et donc de faire de l'activation de nos processus top-down, nos processus descendants, qui vont en retour en venir qu'à accroître notre régulation de processus qui sont autrement plus automatiques. Donc, on va réussir à prendre en partie consciemment en charge certains processus qui normalement se font automatiquement. Donc, des suggestions, il y en a de beaucoup de nature très différentes. Hein. Si on regarde à gauche, il y a des suggestions d'inhiber des choses ou faciliter des choses. Il y a des choses au niveau affectif, cognitif. On va juste prendre deux exemples. On va prendre l'exemple de la suppression d'une perception. En rappelant qu'on a donc des processus bottom-up qui nous viennent de l'environnement, des choses qui sont saillantes, qui s'imposent à nous. Par exemple, durant la lecture va être quelque chose, les mots s'imposent à nous et la lecture est très automatisée. Hein? On voit un mot, on le lit, on ne peut pas s'en empêcher. C'est automatisé. Et il y a, parallèlement à ça, ce contrôle top-down-là qui peut nous permettre, on l'a vu tantôt, de bloquer certaines réponses automatiques. Par exemple, dans le fameux test de Stroop, je ne sais pas si vous connaissez le test de Stroop, il s'agit simplement de nommer l'encre de la couleur du mot. Donc, si on essaie de faire l'exercice ensemble, on va partir en haut à gauche. Alors, la couleur de l'encre en haut à gauche, c'est jaune, noir. En tout cas, quand on le fait à voix haute, on voit qu'il y a du cafouillage à un moment donné parce que ça devient difficile quand il y a une incohérence entre le mot écrit et la couleur de l'encre. Donc, il y a un conflit et ça se répercute dans le temps pour nommer la couleur de l'encre. Quand ce n'est pas congruent, on voit que ça prend plus de temps en haut dans l'histogramme, la colonne de droite, ça prend plus de temps. Et à ce moment-là, il y a aussi de l'activation au niveau, ça doit être le cortex singulaire antérieur ou quelque chose comme ça, là, qui est un bon détecteur de conflit.
Sauf qu'avec l'hypnose, on va suggérer à la personne qu'elle ne sait plus lire. On va faire une suggestion qu'on appelle d'alexie. Donc, on réussit à convaincre la personne qu'elle ne sait plus lire. Et à ce moment-là, elle réussit beaucoup mieux le test de Stroop. Son temps de réponse, quand c'est incongruent, est beaucoup plus rapide. Et on remarque aussi une diminution de l'activité du cortex singulaire antérieur, comme quoi le cerveau ne détecte plus de conflits. Donc, c'est puissant. Là. On a, par suggestion, inhibé un automatisme très fort qui est la lecture. Alors, ça, c'est simplement, c'est une vieille diapo que j'avais. J'ai pensé que c'était intéressant de la montrer. C'est 6 personnes différentes qui font le test de Stroop en imagerie résonance magnétique fonctionnelle. Donc, on voit que les activations sont très différentes d'une personne à l'autre, comme quoi il peut y avoir différentes stratégies mentales pour ne pas lire le mot. Et ça fait un lien avec une diapo de Mathieu qui montrait que pour atteindre une réponse hypnotique, il est possible d'utiliser différents chemins, en fait, différentes stratégies mentales. C'est le principe des... Là, je ne vois pas, j'ai quelque chose sur mon écran, des QI finalité, je crois. Donc, un autre exemple avec une suggestion d'analgésie. La douleur, généralement, on a 2 régions bien connues qui s'activent. Encore quelque chose au niveau du cortex singulaire, pas mal antérieur, et quelque chose au niveau du cortex somatosensoriel secondaire, qui indique généralement l'intensité de la douleur. L'autre partie, en bleu, étant plus associée à l'aspect affectif de la douleur, le côté que ce soit désagréable. Alors, cette fois-ci, on va suggérer à la personne par hypnose, on va y faire 2 types de suggestions. On va d'abord lui suggérer qu'elle a mal, mais que c'est-à-dire que les personnes... on va faire, on va faire une suggestion au niveau de l'aspect affectif et on va réussir comme ça à diminuer au niveau du cortex singulaire antérieur l'activité. Et si on fait une suggestion au niveau de l'intensité de la douleur, c'est la partie du cortex somatosensoriel qui va diminuer son activité. Donc, on réussit vraiment, comme on le voit, à supprimer sélectivement soit l'intensité ou soit l'affect associé à la nociception dans ce cas-là. Et juste une petite dernière, cette fois-ci, c'est nous qui allons induire la douleur, donc c'est une expérience d'induction de la douleur. L'hypnothérapeute va dire, par exemple, que le dessus de votre main commence à vous faire mal, à vous faire encore plus mal. Là, maintenant, la douleur continue d'augmenter. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, comme l'indiquent les graphiques, une augmentation progressive de l'activité dans le cortex dorsolatéral préfrontal. Donc, c'est une région du cortex préfrontal impliquée, donc qui s'active avec la suggestion et qui va faire en sorte qui corrèle assez bien avec l'intensité de la douleur perçue. Donc, c'est une douleur suggérée et son intensité, comme on le voit aussi à droite, l'intensité de l'activation de l'aire somatosensorielle secondaire est corrélée avec l'intensité de la suggestion et de l'activité dans le cortex dorsolatéral préfrontal. Et donc, si on dit que toute hypnose est une forme d'auto-hypnose, on peut s'en servir pour créer une douleur, comme on vient de le voir, mais on peut aussi s'en servir pour créer des états de bien-être de cette capacité d'auto-régulation. Et donc, j'en arrive à l'avant-dernier. Il me reste, je vais essayer de faire ça dans 5-7 minutes, là. Si vous me permettez, le dernier point va aller peut-être assez vite. Donc, l'effet placebo. L'effet placebo, c'est aussi une tromperie. En fait, c'est aussi une auto-tromperie. C'est l'idée, vous le savez, de prendre un médicament qui n'en est pas un, une pilule de farine ou de sucre, qui va avoir des effets physiologiques, souvent escomptés par le patient. Alors, quand il y a une relation thérapeutique entre un médecin et un malade, on a une rencontre, on a un traitement, et puis on a des facteurs spécifiques, un médicament qui peut être donné au patient, et on a des facteurs non spécifiques dans lesquels se classe l'effet placebo. Il y en a d'autres, on va voir ça tantôt.
Et donc, tu as un malade qui arrive avec ses attentes, donc encore là, énormément d'attentes, de projections. On a l'objet placebo, hein, on connaît tous les études où le nom, si c'est de l'héroïne, on dit que c'est de l'héroïne, ça va marcher mieux qu'on dit que c'est de l'aspirine, bon, tout ça. On a le rituel, hein, un peu comme l'hypnothérapeute qui était là tantôt. Hein, un médecin, c'est un chaman moderne finalement. C'est quelqu'un qui a une blouse blanche, un stéthoscope dans le cou, quelqu'un qui donne confiance. Et donc, il y a toutes sortes de travaux qui se sont intéressés à ces différents facteurs, dont le RASLab, qui est le laboratoire d'Amir Raz à McGill, où travaille Mathieu Landry. Et je veux juste vous donner un exemple. Ils font des affaires assez flyées. C'est un exemple de placebo psychédélique. Alors, on va convoquer des étudiants, on va leur dire qu'on fait une expérience sur la psilocybine, hein, l'ingrédient actif des champignons magiques, et puis on va faire prendre à ces étudiants-là un placebo. Donc, ils ne reçoivent pas de la psilocybine, ils ne reçoivent rien. Et là, on les met dans un setup expérimental de rave avec la musique planante et puis des affaires, ces murs, et puis on les laisse là un bout de temps. Et 60% environ des étudiants vont dire avoir eu des effets psychédéliques des champignons, de la psilocybine. Ils vont avoir vu les murs bouger, des hallucinations auditives, toutes sortes d'affaires. Donc, c'est assez, ça peut être assez puissant, ce genre de suggestion-là. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait d'autres facteurs non spécifiques. Hein. L'effet placebo n'est pas le seul effet non spécifique. Il peut y avoir, par exemple, simplement l'évolution naturelle de la maladie. Hein. On va souvent consulter un médecin quand on est au pire de notre mal-être et c'est normal que le lendemain, on aille mieux parce qu'on a une régression à la moyenne, tout simplement, ou quelque chose comme ça. Bon, je vais passer vite là-dessus. Mais ce qui fait qu'il y a des débats sur l'effet placebo. Il y a beaucoup de débats à savoir jusqu'où ça va, qu'est-ce qui peut être un effet placebo. Donc, on sait que pour la douleur, l'anxiété, la nausée, il y a des choses pour lesquelles c'est bien établi que ça marche. Il y a des choses, c'est moins évident. Donc, je vous ai mis des liens ici si vous voulez aller fouiller sur les débats autour de l'effet placebo. Les gens qui travaillent là-dessus, ils vont être les premiers à dire qu'il n'y a pas un effet placebo. Ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent, mais plusieurs effets placebo avec différents mécanismes pour chacun d'eux. Je vais prendre rapidement, excusez-moi, je vais brancher mon ordinateur, ce n'est pas long. Pour ce qui est de la douleur, hein, qui est l'effet placebo, qui est très étudié, on sait qu'il y a deux mécanismes principaux. Il y a un qui implique les opioïdes endogènes, hein, nos endomorphines, et l'autre, les cannabinoïdes endogènes. Un exemple de ça, c'est que si on donne un placebo pendant 4 jours, on donne, des opioïdes, par exemple, à un athlète qui s'entraîne énormément, on va lui donner des opiacés, ça va lui permettre de s'entraîner encore plus, sans trop souffrir de la douleur. Et le 5e jour, on va lui donner sa dose, mais on va lui donner de l'eau. Et donc, on va voir qu'il s'entraîne tout aussi fort, il y a un effet, et on va pouvoir, là, avec des dosages, tout ça, déduire et observer que c'est ces opiacés endogènes, donc ces endorphines, qui lui permettent, qui ont un taux de sécrétion accru. Donc, il y a eu un conditionnement aux opiacés. Par contre, si pendant 4 jours, on lui injecte des antidouleurs à base de cannabinoïdes, et que le 5e jour, on lui injecte de l'eau, on va pouvoir voir que ce sont son système endocannabinoïde qui est suractivé à ce moment-là pour produire l'effet placebo. Rapidement, certaines régions cérébrales dans le placebo à la douleur on voit leur activité diminuer. Très normal pour le cortex cingulaire antérieur, vous le voyez ici, ou le cortex somatosensoriel, qui diminuent leur activité durant un placebo antidouleur, et des régions comme la région frontale, cortex dorsolatéral préfrontal, qui augmentent leur activité. Alors là, on est dans les attentes, hein? On l'a vu tantôt, les attentes, notre cerveau génère constamment des attentes qui vont se refléter par des processus descendants bien concrets. Hein? Je l'ai évoqué tantôt, je vais donner juste un exemple des systèmes endorphiniques naturels. On a les voies descendantes de la douleur
qui sont des voies nerveuses qui descendent très bas dans la moelle épinière et qui vont activer des petits interneurones aux encéphalines, par exemple, qui vont inhiber à la source les signaux douloureux qui parviennent de la périphérie de diverses façons. Donc, c'est vraiment comme ça, donc par un contrôle top-down, qu'on parvient à activer des voies nerveuses qui vont effectivement, physiologiquement, activer des mécanismes qui vont nous faire ressentir, dans ce cas-ci, moins la douleur. Ah, là, je vois le temps qui avance, je ne vais pas assez vite. Vous regarderez ça, hein, l'effet des placebos ouverts. On vous dit que c'est du placebo, on vous dit c'est rien, prenez ça 2 fois par jour, puis beaucoup de gens ont l'effet placebo quand même. Alors, j'ai mis des liens sur... mais comme on dit souvent, more research is needed. Il va falloir faire plus de recherches là-dessus. Alors, je m'achemine vers une petite conclusion qui sera moins poussée peut-être que les autres, hein, sur la maladie d'Alzheimer. C'est tellement compliqué, la maladie d'Alzheimer. On connaît un peu les stades, hein, puis les régions du cerveau. Hein, ça commence souvent dans le cortex temporal, l'hippocampe, hein, avec les symptômes de désorientation, de perte de mémoire. On a cette atrophie cérébrale qui se fait progressivement avec ces plaques amyloïdes, hein, des espèces de protéines qui s'agglutinent à l'extérieur des neurones. Et puis, à l'intérieur des neurones, on a une dégénérescence à l'intérieur aussi des neurones. Donc, les plaques amyloïdes, vite, vite, c'est des protéines qui se détachent et puis qui s'agglutinent. Et les protéines tau, c'est ça qui fait que notre espèce de squelette, nos microfibrilles là, dans nos neurones, qui sont une espèce de squelette de nos neurones, se désagrègent et puis le neurone meurt éventuellement. Une diapo de PET scan pour montrer en haut qu'on peut voir chez les personnes Alzheimer vivantes, donc que leur cerveau a beaucoup de plaques amyloïdes. Donc, ça, c'est un marqueur biologique. Chez une personne, deuxième rangée, on voit une personne normale, qui n'a pas âgée, mais qui n'a pas de symptômes d'Alzheimer, qui a peu de plaques amyloïdes. Le problème, c'est qu'on a environ 30% de gens tout à fait normaux, des gens âgés normaux, qui ont énormément de plaques amyloïdes. Donc, c'est un exemple pourquoi c'est compliqué l'Alzheimer. Tout n'est pas 100% simple avec ça. Donc, j'ai montré déjà cette image-là, cerveau, corps, environnement, ça forme un seul et même grand système. Et là, avant de vous conter une petite affaire sur l'Alzheimer pour terminer, je vais vous faire, comme je fais souvent à la fin de mes présentations, mes petits conseils santé qui font du bien au corps et au cerveau. Et c'est vraiment, j'insiste là-dessus, font du bien au corps et au cerveau parce que souvent, on a trouvé que ça faisait du bien au corps et après, on a trouvé, ah, c'est bon pour le cerveau, puis l'inverse aussi. Donc, c'est des choses assez connues, mais j'insiste pour dire qu'il y a énormément d'études pour chacune d'elles. D'abord, les activités sociales. Les humains, on a besoin de liens sociaux. Hein. On l'a vu durant la COVID, comment c'était difficile de ne pas pouvoir voir beaucoup de monde. Là, je vous passe ça rapidement. Vous regarderez les références si vous voulez. Ensuite, on a évidemment la diète équilibrée, hein, manger des légumes, des fruits, des noix, de l'huile d'olive, se tenir loin du fast-food, évidemment, tout ce qui est transformé. Ensuite, on a l'exercice. Hein. Il ne se passe pas une semaine, je vous jure, sans que je ne vois pas passer une étude qui montre les bienfaits de l'exercice. C'est ce qui se rapproche le plus, à mon humble avis, là, de la panacée. Hein. Tu prends une marche de 10 minutes, puis tu boostes un petit peu tes capacités cognitives. C'est vraiment la chose la plus simple et gratuite qu'on peut faire pour faire du bien à notre corps et à notre cerveau. On peut même prescrire l'activité physique. Et puis, si vous avez le choix entre une marche dans une rue avec du béton puis des autos et une marche dans un parc, mais allez marcher dans le parc parce que ça aussi, c'est solidement prouvé que les effets physiologiques sont encore meilleurs dans la nature. Activité intellectuelle, stimulation intellectuelle, bien sûr. Vous êtes là ce soir, j'espère que je stimule un petit peu vos neurones. C'est le fameux « use it or lose it ». Hein? C'est plus on renforce nos synapses, plus on se crée de chemin, plus on se crée de réserves neuronales, comme on dit. Dormir, le sommeil, c'est non seulement important pour la consolidation mnésique, hein, ce qu'on a appris durant la journée, mais c'est le moment où on élimine énormément de toxines. Ça, les études commencent vraiment à s'accumuler là-dessus. L'élimination de toxines est beaucoup plus efficace durant le sommeil, entre autres la bêta-amyloïde. Et finalement, le dernier et non le moindre que je garde souvent pour la fin parce que c'est l'absence de stress chronique. Le stress chronique, c'est vraiment
un des mots de civilisation les plus sous-estimés, je crois. C'est quand on ne peut pas agir, hein, quand on est fait pour, devant une menace, fuir ou lutter. Et si on reste trop longtemps dans cet état-là de tension, notre système immunitaire en pâtit, notre système digestif aussi, hypertension, ulcère d'estomac. Bref, on peut apprendre à détecter le stress et à le prévenir. Je vous réfère au Centre d'études sur le stress humain qui font une bonne job là-dessus à Montréal. Et j'en reviens à l'Alzheimer pour conclure. Ce que je vais dire, je l'ai lu sur la maladie de Parkinson, mais c'est vrai aussi pour l'Alzheimer. On dit de plus en plus, on parle plus du Parkinson, mais on parle des Parkinson. Parce qu'on se rend compte, comme je l'ai évoqué tantôt, qu'il y a probablement des dizaines de mécanismes qui sont à l'œuvre pour produire les symptômes de la maladie de Parkinson ou de l'Alzheimer. Donc, c'est très, très, très compliqué tout ça. Et il y a une étude qui était sortie, une étude préclinique, il y a déjà 7-8 ans, là, mais il y a d'autres études qui vont dans ce sens-là. C'était l'idée qu'au lieu de... Il y a eu un traitement que des gens Alzheimer moyen, là, Alzheimer à un niveau moyen, avaient pris pendant 6 mois. Et ils avaient réussi avec ça à augmenter leur capacité cognitive. Pas seulement ralentir, hein, comme le font les quelques molécules là, qui existent sur le marché, pas seulement ralentir la dégénérescence, mais ils avaient augmenté un petit peu leur capacité cognitive en 6 mois. Alors, quelle était cette molécule incroyable? Bien, c'était aucune molécule, en fait. Ils avaient simplement suivi les conseils santé que je vous ai évoqués tantôt, mais d'une façon un peu spartiate, là. Il y avait à peu près une trentaine de choses qu'ils pouvaient faire: marcher un peu le matin, faire un peu de yoga, un peu de méditation, manger des oméga-3, etc. Et tout ça ensemble faisait en sorte qu'ils allaient beaucoup mieux. C'est-à-dire que le chercheur principal de l'étude, je me souviens, disait, c'est comme si vous avez un toit qui fuit à 30 endroits, puis ce que les compagnies pharmaceutiques veulent trouver, eux autres, c'est une molécule qui va boucher complètement un trou. Mais le problème, c'est qu'il y en a 29 qui vont continuer à couler à côté. Donc, c'est bien mieux d'essayer de réduire le débit un petit peu de tous les trous, puis tu obtiens des résultats pas mal plus intéressants à ce moment-là. Donc, voilà, on a parlé du cerveau, un organe très complexe. On ne s'est pas aventuré trop dans les neurones. Imaginez, c'est encore pire. On n'a pas regardé au niveau des synapses, c'est encore pire. Et on n'a pas regardé dans le métabolisme de chaque neurone, qui est encore pire aussi. Donc, je pense que, en guise de mot de la fin, je dirais qu'on n'a pas parlé du système immunitaire non plus trop, mais on sait que le système immunitaire est au moins aussi complexe que le cerveau, que le système nerveux. Et puis que récemment, hein, on a beaucoup parlé de coronavirus, de mesures sanitaires, donc de vaccination et donc d'une protéine, hein, la protéine Spike. Et je pense qu'il faudrait se garder une petite gêne, en fait, à chaque fois qu'on parle de ces choses-là, de ne pas affirmer trop vite que telle chose est vraie ou que telle chose est faux, parce qu'il y a souvent du vrai dans le faux et du faux dans le vrai. Donc, voilà, je vous laisse avec ces sites web que je coordonne avec d'autres. Je vous remercie de votre attention. Il y a une théorie sur la théorie des intelligences multiples de Gardner. J'ai appris récemment que c'était, semble-t-il, faux. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Ah, ben je vais vous dire qu'il y a du vrai puis il y a du faux là-dedans. Ah, oui. Ben, je ne connais pas en détail ces approches-là, mais déjà, il y a un problème avec l'intelligence. Je pense qu'il y a des gens pas mal compétents là-dessus parmi vous. C'est pas facile à dire ce que c'est l'intelligence, il faut la définir. Et puis, l'intelligence émotionnelle, ça dépend comment on la définit. Je ne sais pas, M. Gardner, comment il en parle, mais mettons que l'intelligence est une capacité d'adaptation à différentes situations, ce qui est une pas trop pire définition, il me semble, pour l'intelligence. Eh bien, comme j'ai essayé de le démontrer, devant une situation nouvelle, on va devoir y donner du sens. On va devoir puiser dans notre expérience personnelle et essayer de voir si ça nous rappelle des bonnes expériences ou des mauvaises. Donc, il va y avoir tout un jeu de comparaison, de simulation, d'évaluation, de gut feeling pour en arriver à avoir une réponse adaptée à la situation. Bon, où est l'intelligence plus émotionnelle là-dedans? Ou alors quand on parle aussi de relations sociales, hein?
telle personne a de l'aisance socialement, elle a une grande intelligence émotive, elle peut déceler facilement l'intelligence chez les autres. Oui, peut-être certaines personnes ont plus ça parce qu'ils l'ont plus développé, parce qu'ils ont eu la chance très jeune d'avoir des frères et des sœurs pour avoir une theory of mind très précoce. Donc, tout ça est variable selon les individus, mais c'est toujours une question je dirais, de se forger des bons réseaux et de les appeler ou de les solliciter au bon moment. Et certaines personnes vont avoir des répertoires plus vastes, certaines autres personnes vont avoir des répertoires plus restreints. J'additionnerais peut-être un petit commentaire là-dessus, en ce sens que dans les intelligences multiples, il peut y avoir certaines personnes qui vont développer, par exemple, certaines habiletés, ça peut être visuel, ça peut être manuel ou ça peut être d'autres choses. Et ça, c'est relié à des parties du cerveau qui se développent davantage. Comme par exemple un pianiste, au niveau du cortex, justement, puis comment je pourrais dire ça, du contrôle de ses mains, il va y avoir beaucoup plus de neurones qui vont être affectés justement au contrôle de ses mains. Ça fait qu'il va développer une espèce d'intelligence, si on veut, pour la musique. Un compositeur va peut-être avoir aussi certaines aires du cerveau qui vont se développer davantage ou qui vont être plus, qu'il va y avoir plus de neurones, plus de connexions neuronales. Mais dire qu'il y a une intelligence émotionnelle, qu'il y a une intelligence pour ci, ça, ben, je pense qu'on n'est peut-être pas rendu là, mais c'est plus au niveau sensitif qu'on peut voir des effets. Comme par exemple aussi un aveugle qui va lire le braille, il va développer une intelligence du braille que les autres n'ont pas. Exactement, vous avez raison. En fait, c'est des étiquettes langagières, hein? Intelligence émotionnelle. Ce que vous évoquez là, c'est des phénomènes de plasticité très répandus partout dans le cerveau, qu'on commence à comprendre de mieux en mieux. Hein? On peut lire les livres de Norman Doidge, un Canadien là, qui a travaillé là-dessus. Anyway, la plasticité, c'est quelque chose qu'on connaît depuis les années 70. Hein? On connaît les mécanismes comme la potentialisation à long terme, des mécanismes très précis au niveau de la synapse qui permettent à cette synapse-là d'augmenter sa surface, d'avoir plus de récepteurs. On connaît un peu les mécanismes qui vont jusqu'à modifier l'expression des gènes justement pour gérer ces nouveaux chemins-là qui se construisent dans notre cerveau. Et dans notre cerveau, hein, vous avez évoqué des aires sensitives, tout ça. Moi aussi, j'en ai parlé tantôt. Mais quand on rentre un petit peu plus en profondeur, on se rend compte que c'est bien moins délimité que ça. Hein. On a des choses qui descendent là, de top-down jusque dans V2, V1, même V1 étant l'aire visuelle primaire. On a des régions motrices qui répondent à du sensoriel. C'est vraiment, vraiment compliqué quand on rentre dans le détail. Donc, c'est très, très difficile de séparer le cognitif de l'émotif, du sensoriel. Oui, on a des grandes portes d'entrée. Oui, je vous ai parlé de régions plus sensorielles, plus en contact avec l'environnement, de régions plus associatives, mais ça, c'est des termes très généraux. Quand on enregistre dans des neurones, on se rend compte que c'est très compliqué. Mais oui, on est des êtres très plastiques, les humains. Il y avait un autre commentaire ou une question ici sur le chat. Un conspirationniste naît-il avec un cerveau prédisposé à cette forme de pensée? Moi, je dirais qu'on est tous avec un cerveau prédisposé à créer du sens parce que moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup l'étiquette conspirationniste. Je pense que c'est une espèce de rubber stamp qu'on va stamper sur quelqu'un puis qui le discrédite complètement puis qui évite qu'on puisse commencer à discuter avec lui, bien que j'admets qu'il y a certaines personnes qui sont rendues dans un stade, disons, un peu déconnecté de la réalité, je vous l'accorde, mais on cherche à créer du sens. Hein? Et puis, c'est sûr qu'on a des biais cognitifs, hein, sont bien connus. Hein? C'est quoi le biais de confirmation, le fameux biais de confirmation? C'est pas une espèce de prédiction qu'on a. Hein? Nos préjugés, nos biais de confirmation, c'est le cerveau prédictif. C'est le cerveau qui dit
moi, mon expérience me dit que ça va se produire de même, puis ça veut dire ça. Puis on projette ça sur la réalité. Puis s'il y a un petit écart pas trop grand, là, on va dire « Ah, j'ai raison ». C'est sûr que s'il y a un énorme écart, puis que les faits, à un moment donné, deviennent comme en science, hein, ça, c'est vraiment fascinant. La science fonctionne comme ça. Hein? On le sait depuis Kuhn. Hein? La science, ce n'est pas graduel. La science, il y a un paradigme dominant à l'intérieur duquel on théorise. Et puis, à un moment donné, il y a des données anormales qui s'accumulent. Et puis, à un moment donné, on dit, oh, on va finir par les expliquer dans notre modèle. Comme nous, on dit, ah, ça, c'est pas grave. Là. Mais à un moment donné, on peut être devant une situation où il y a de telles anomalies qu'on va dire, ah, ben, on va changer de modèle. OK, là, on peut admettre quelque chose, on peut dire, OK, Newton avait raison, mais juste comme pour les mouvements des astres sur la Terre, là, quand on regarde très loin, il faut faire entrer la relativité d'Einstein. Donc, ça, je pense que c'est toujours un moment dangereux, un moment de crise. Ça touche à notre ego, ça touche à notre noyau profond de croyance, mais il faut être prêt à faire cet exercice-là. Donc, je ne pense pas qu'il y a de cerveau plus propice à ce qu'on appelle les vues conspirationnistes. Je pense qu'il y a des gens qui veulent donner du sens et que, étant donné que moi aussi, je considère que le niveau de débat scientifique en général dans la communauté est pas très élevé, ben, on se rabat sur toutes sortes de pseudo-croyances, puis vous en savez quelque chose ici. Donc, je crois qu'il faut faire attention avec cette ostracisation-là et essayer d'y aller au cas par cas. OK, toi, tu penses ça, moi, je pense ça. Regarde, je vais te montrer qu'il y a beaucoup de données qui montrent que c'est pas ça. Voici, tu sais. Est-ce que ça pourrait arriver, par exemple, que les gens peut-être les plus conspirationnistes auraient, disons, un degré de schizophrénie un peu plus élevé, qui les éloignerait un petit peu de la normale, mais pas trop pour pas qu'ils soient vraiment jugés comme schizophrènes? Il y a de tout. Hein? Moi, je pense que c'est graduel. Tout est graduel. Je pense qu'il y a, tu sais, quand on parle de l'autisme, avant on parlait de l'autisme, on parle du spectre de l'autisme. Puis j'aime beaucoup aussi l'approche maintenant où on parle d'atypicité. Là, on parle de cerveau atypique et de cerveau neurotypique. Alors, moi, j'ai l'impression que je suis un banal neurotypique, mais il y a des gens qui ont des cerveaux très différents, hein, qu'on va appeler, nous, autistes Asperger, par exemple, ou un autre. Alors, il y a des gens qui sont peut-être rendus à un niveau d'autoconfirmation pour X raisons, couplés à de l'anxiété ou à autre chose, qui font qu'ils sont vraiment dans leur monde, sans être schizophrènes, comme vous le dites. Oui, peut-être. Mais je ne crois pas que ce soit l'atypicité est toujours dans le bas de la courbe de Bell. C'est toujours des